Bonjour à tous. Je pense que tout le monde est là, chacun dans des conditions un peu particulières évidemment, mais bonjour, on va essayer d'avoir un débat presque normal, comme si on se voyait. Vous nous voyez, nous ne vous voyons pas. Vous êtes, j'espère, très nombreux. Donc, on doit débattre aujourd'hui des mouvements de contestation dans le monde. C'est une note faite par l'IRIS, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site de l'IRIS, ainsi que la revue de l'IRIS. Je vous conseille d'aller revoir tout ça sur le site lui-même de l'Institut. C'est une note à l'attention de l'AFD, donc l'Agence française de développement, qui est une institution financière publique, et donc l'intitulé « Le mouvement de contestation dans le monde ». Alors c'est assez étonnant, parce que quand on regarde la note, on voit qu'il y a beaucoup de pays. Il y a une dizaine de pays, 5 pays du monde arabe, l'Algérie, l'Égypte, l'Irak, le Liban, le Soudan, 5 pays venus d'Amérique, plutôt du sud ou du centre de l'Amérique, la Bolivie, le Chili, la Colombie, l'Équateur et Haïti. Et puis 2 pays qui n'en sont pas, qui sont des régions, une région autonome de l'Espagne qui est la Catalogne et une région administrative spéciale de la Chine continentale qui est Hong Kong. On remarque tout de suite que dans ces pays, eh bien, ce sont plutôt géographiquement des pays de l'hémisphère sud, mis à part évidemment la Catalogne et Hong Kong, qui sont deux régions administratives et l'autre autonome particulièrement riche. Je pense qu'on reviendra là-dessus, mais je vous présente d'abord les deux personnes qui ont rédigé cette note, qui sont avec nous donc aujourd'hui. Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS, il nous dira tout à l'heure ce que contient évidemment cette note. Christophe Ventura, qui est directeur de recherche à l'IRIS. Et puis avec nous également quelqu'un qui n'est pas du tout à l'IRIS, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a invité à débattre aujourd'hui de cette note sur les mouvements de contestation dans le monde, c'est Annick Coupé. Annick Coupé, vous êtes secrétaire générale d'Attaque, vous avez été longtemps responsable syndicale et puis militante syndicale tout court à la CFDT, à Sud, vous êtes également une militante féministe. Vous nous direz donc tout à l'heure ce que vous pensez de cette note, mais tout de suite, je donne la parole à Didier Billon pour nous dire un petit peu dans quelles conditions vous avez écrit cette note sur les mouvements de contestation dans le monde. Merci Gérard pour ces quelques mots. Et tout d'abord, je voudrais aussi remercier l'Agence française de développement, grâce à laquelle nous avons pu réaliser cette note. Nous avons eu à de multiples reprises des échanges avec certains de ces dirigeants et force est d'admettre qu'en dépit de divergences que nous pouvions avoir sur tel ou tel point, ils nous ont laissé carte blanche et nous avons pu évidemment assumer nos propos et les développer de façon tout à fait libre. Et je les en remercie, c'est suffisamment rare pour qu'on puisse le souligner. Alors évidemment, le départ, le premier constat duquel nous sommes partis avec Christophe Ventura, c'est que l'année 2019 a été marquée par de multiples mouvements de contestation à travers le monde. Et Gérard, tu nous as rappelé les différents pays ou régions dans lesquels ils se sont cristallisés. Et nous constations que, bien sûr, nous possédions beaucoup d'informations par le biais des journalistes, des envoyés spéciaux, des correspondants permanents sur ces mouvements, mais que pour autant, ce qui semblait manquer, c'est que nous ne retrouvions pas une sorte d'analyse globale, une logique d'ensemble à ces mouvements. Or, évidemment, la concomitance de ces mouvements de contestation ne pouvait ni être le fruit du hasard, ni le fait de l'alignement des astres, mais possédait probablement des causes, des racines communes, et qu'il nous importait d'essayer de déceler, de mettre en perspective, ainsi d'ailleurs, et c'était là la différence d'un travail de journaliste, utile et nécessaire, mais pour nous pas suffisant, que de fournir des grilles d'analyse, des clés de compréhension et de tenter encore une fois de trouver ou d'essayer de trouver une cohérence d'ensemble à ces mouvements au-delà de leur particularité, de leur singularité, de leur spécificité. Pour notre part, avec Christophe, nous sommes spécialistes des questions internationales et nous considérons que l'explosion, la cristallisation de ces mouvements de contestation devient un élément objectif de la situation internationale. Et je ne prendrai qu'un paramètre qui est d'ailleurs peut-être pas le plus important, mais c'est que nous avons constaté au cours de l'année 2019
la démission contrainte d'un certain nombre de dirigeants, que ce soit en Algérie, que ce soit au Soudan, que ce soit en Irak, que ce soit en Bolivie, donc pour d'autres raisons et dans d'autres circonstances. Donc, nous voyons que sous les coups de boutoir de ces mouvements de contestation, eh bien, il y avait modification du paysage politique. En outre, euh, tenter de construire un cadre de réflexion et d'analyse globalisant, euh, c'était aussi prendre en compte les incidences à la fois politiques, économiques, sociales, mais aussi diplomatiques que pouvaient receler et avoir comme conséquence ces mouvements de contestation. Alors, à partir de ces constats, nous nous sommes fixés avec Christophe 3 garde-fous pour aller très vite et pour rédiger cette note. Le premier garde-fou, c'était bien évidemment éviter, se parer de toute forme de redondance devant une lecture qui serait par trop immédiate ou instantanéiste, puisque d'autres l'avaient fait et l'avaient très bien fait en nous donnant les informations nécessaires. Le deuxième point, qui est un deuxième garde-fou, c'est ce que j'appellerais peut-être une sorte de dérapage globalisant qui tendrait à vouloir réduire la spécificité de chacun de ces mouvements à une sorte de mouvement général, au risque justement de ne pas comprendre les dynamiques concrètes spécifiques de chacun de ces mouvements. Et troisième garde-fou, eh bien, c'est le fait que nous ne sommes pas fixés l'objectif de l'exhaustivité. Je crois que ce serait une sorte de pari assez vain et illusoire. Il ne s'agit pas de rentrer dans le détail quotidien de chacun de ces événements. Cette histoire sera d'ailleurs probablement à écrire à l'avenir, mais en tout cas, ce n'était pas notre propos. Mais pour autant, au-delà des spécificités à laquelle nous tenons, et j'expliquerai pourquoi très très rapidement, il y a évidemment des causes communes. Il y a des racines communes à ces mouvements. Ce n'est pas encore une fois le fruit du hasard qu'ils éclatent de façon assez concomitante dans des endroits très différents les uns des autres. Et cette cohérence d'ensemble, ces causes communes, c'est bien évidemment, enfin ces causes identiques en tout cas, à rechercher dans les logiques d'un système économique dominant, qualifié par certains de néolibéral, capitaliste, enfin on pourra toujours discuter des termes les plus appropriés ensemble, mais en tout cas ce sont les mesures économiques, les plans d'ajustement structurel divers et variés qui suscitent le mécontentement et la mobilisation des acteurs de la contestation, parfois par milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers. Alors, 8 entrées à cette étude qui, encore une fois, n'a pas prétention à l'exhaustivité. Ces entrées, je ne les développe pas, je pense que Christophe va y revenir plus avant. Mais tout d'abord, première entrée, c'est les causes économiques. Je viens de les évoquer, qui sont le ferment probablement de ces mouvements, le point de départ de ces mouvements de contestation. Ensuite, deuxième entrée, c'est les causes politiques, directement politiques, car il est frappant de voir que partout, il y a un profond ressentiment de milliers, de dizaines de milliers de personnes à l'égard de régimes qui sont corrompus et qui souvent ou apparaissent comme les courroies de transmission de mesures qui sont prises dans des instances économiques ou monétaires internationales. Troisième point d'entrée, c'est la nature même de ces mouvements. Et on constate que dans quasiment tous les cas, alors avec des différences certes, ce sont des mouvements souvent interclassistes, et ben de ceux qui sont touchés par les mesures économiques que j'ai évoquées antérieurement. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces mouvements sont des mouvements destituants. C'est-à-dire que très rapidement, ils ont comme objectif de démettre ceux qui considèrent comme les courroies de transmission ou les responsables des mesures antisociales qui sont prises. Quatrième entrée, et celui-ci n'a pas été beaucoup relevé, nous y tenons beaucoup, c'est le caractère peut-être l'affirmation du national. C'est-à-dire que dans tous les cas, nous constatons qu'il y a une volonté de dépasser les particularismes identitaires, qu'ils soient ethniques ou confessionnels. C'est particulièrement frappant dans ces mouvements de contestation en 2019. Et d'ailleurs, il y a un aspect qui n'est pas anecdotique, c'est que partout, on retrouve un point commun, c'est que dans les manifestations est brandi par des dizaines, des centaines de personnes le drapeau national, qui n'est pas simplement un esprit, enfin qui revêtrait un aspect du nationalisme, c'est probablement l'affirmation du national en considérant que l'État-nation est un garant pour lutter contre les plans d'ajustement structurel ou mesures prises par des instances économiques internationales. Cinquième point d'entrée, axe d'entrée, c'est le fait que partout, ces mouvements transversaux ont sécrété leur propre forme d'organisation. C'est-à-dire que les
appareils traditionnels, qu'ils soient politiques ou syndicaux, ont souvent pris éventuellement pardonnez-moi l'expression, le train en marche, mais que partout, ces mouvements ont su générer leur propre forme d'organisation, ce qui nous semble singulièrement important. Le sixième point d'entrée, c'est le fait que ces mouvements, ils ont leurs limites. C'est-à-dire que ces formes d'auto-organisation ont leur mérite, ont leur importance, bien évidemment, et ont fait leurs preuves. Et en même temps, s'ils ne parviennent pas à se dépasser eux-mêmes, ils courent ou ils encourent à leur propre dépérissement. Premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que très souvent et malheureusement, les appareils d'État ont réagi très brutalement, parfois en développant une violence hystérique avec des dizaines, voire des centaines de morts, par exemple en Irak, d'une façon peut-être un peu moins dramatique au Chili, mais que partout, les appareils d'État se sont durcis et ont usé et abusé de la répression, et que ces mouvements d'auto-organisation n'ont pas su, à ce stade en tout cas, résister, riposter à cette utilisation massive de la violence. Enfin, avant-dernier point d'entrée, c'est le fait qu'à ce stade, et ce n'est pas une critique, c'est plus un constat, mais dont il faut méditer les leçons, c'est que ces mouvements, autant ils ont fait preuve d'inventivité, d'ingéniosité dans leur forme d'auto-organisation, ne sont pas parvenus, pour le moment en tout cas, à formuler des projets politiques alternatifs d'ensemble. Enfin, et dernier élément, et ça c'est très étonnant, peut-être c'est l'aspect que nous n'avons pas suffisamment creusé, c'est qu'autant les racines profondes, les causes profondes de ces mouvements ont un caractère international, comme je l'ai évoqué et effleuré précédemment, eh bien, il n'y a pas de caractère internationaliste à ces mouvements. C'est une dimension qui n'est quasiment pas existante. Voilà donc les 8 points d'entrée qui nous a-t-il paru nécessaire à développer pour tenter de donner une cohérence d'ensemble. Alors, dernière chose, nous sommes convaincus que l'analyse des mouvements sociaux, tels que nous avons tenté de l'initier, est probablement souvent un angle mort dans l'analyse des relations internationales. C'est pourquoi, de notre point de vue, en tant que chercheur à l'IRIS, il nous semble utile et nécessaire, sous des formes que nous verrons bien à l'avenir, de poursuivre cette réflexion, de poursuivre ce travail. Enfin, tout dernier mot, le point final de cette note a été apposé le 20 mars. Le 20 mars, c'était les tout débuts du confinement. Il est bien évident que depuis lors, des milliards d'individus se sont retrouvés confinés et que cette crise pandémique et sanitaire touche le cœur des pays et des régions que nous avons abordées dans la note, et que dans les mois à venir, dans les semaines peut-être, pèseront fortement les problématiques que nous avons traitées, c'est-à-dire les problèmes de modèle de développement économique, la question de l'État avec un E majuscule, la question de l'accès aux services publics, etc. Donc nous voyons que cette note, si elle n'a pas traité des questions pandémiques et sanitaires dues au coronavirus, sont évidemment d'une actualité brûlante. Voilà quelques mots qui cadrent un peu le travail que nous avons initié. Merci Didier Billon. Alors Christophe Ventura, vous êtes le co-auteur. Quelles conclusions vous en tirez? On a vu quand même que c'est beaucoup une problématique d'hémisphère sud. Alors est-ce que ça exclut l'hémisphère nord, à part les deux exceptions, Catalogne et Hong Kong? Et est-ce que finalement la pandémie actuelle change un peu cette vision? Comment vous voyez les choses? Bien, alors effectivement, la note, parce que c'était le parti pris et la commande, j'ai envie de dire, c'était de traiter des questions, de cette question de l'émergence de mouvements de contestation dans les pays d'Amérique latine et du Proche-Orient. Mais pour répondre à votre question, il est clair que ce qui se déroule là-bas a des formes spécifiques qui ont à voir avec des sociétés du Sud, je vais y revenir, mais ça ne limite pas la question des mouvements de contestation, disons, au capitalisme financiarisé, à la crise de l'hégémonie libérale aux pays du Sud, même si dans les pays du Sud, ces mouvements prennent une vigueur assez singulière pour des raisons qu'on va pouvoir aborder. Mais par exemple, on peut tout à fait remarquer que ce type de mouvement a eu lieu dans d'autres sphères, dans d'autres pays, à commencer par le nôtre, puisque précisément, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes de 2018, alors que nous n'avons pas traité, parce que d'ailleurs on le signale dès le départ de cette note que ce n'est pas le périmètre sur lequel on devait travailler, mais il est évident, par exemple, que le mouvement des Gilets jaunes résonne par à la fois ses causes, par à la fois ses modes d'expression, d'organisation et ce qu'il porte, avec ce qu'on a vu arriver un an plus tard en Amérique latine ou au Proche-Orient.
Donc, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, peut-être au-delà du périmètre strict de la note. Mais oui, ces mouvements se développent un peu partout, finalement, au niveau international. Je crois que disons l'intervention de Didier Billon sur la méthodologie était très importante parce que avoir disons, produit cette méthodologie nous a permis plusieurs choses, et en particulier de formuler certaines hypothèses qui mériteront certainement un travail ultérieur. D'abord, la première hypothèse, et c'est parce qu'il l'a dit, on a voulu aussi apporter un éclairage qui soit un peu différent sur un autre mode que celui, disons, du traitement quotidien des événements par les médias ou les experts, etc., ce que nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons pu faire. Mais on a voulu, disons, prendre un pas de côté avec cette approche-là, et on a voulu d'abord montrer l'hypothèse numéro 1, c'est qu'en fait, souvent on peut avoir l'impression que des mouvements sociaux de ce type arrivent comme une sorte d'irruption que personne n'avait anticipé, que personne n'attendait, sans bien comprendre d'ailleurs finalement pourquoi d'un seul coup, pour une petite chose ou une petite raison qu'on peut considérer assez limitée, comme par exemple l'augmentation modique d'un ticket de transport, comme autre chose. Souvent, ces événements qui vont déclencher, qui ne sont que les déclencheurs en fait d'un mouvement plus profond, peuvent apparaître un petit peu anecdotiques à la limite pour certains observateurs. Donc, on a déjà voulu répondre à cette question par le fait de montrer qu'en réalité, il faut toujours inscrire l'émergence et l'arrivée de ces mouvements sociaux dans leur dimension contestataire, voire parfois insurrectionnelle, ou en tout cas active dans la rue et l'espace public, comme des mouvements qui s'inscrivent en fait à la fois dans des dynamiques qui sont déjà présentes antérieurement dans la société et qui mobilisent déjà beaucoup de secteurs des sociétés de manière pas forcément aussi visible et surtout convergente, mais qui sont déjà là. Il y a déjà un terrain qui est préparé et qui est occupé, j'ai envie de dire, par des mouvements sociaux, des associations, un tissu de la société civile, etc. Et puis aussi, on voit aussi que ces mouvements sont toujours à l'articulation entre des formes d'expression nouvelles qui sont liées à la configuration du moment, et puis des luttes sociales ou des engagements, des combats qui sont plus, disons, longs, dans le temps long, qui s'inscrivent dans un temps long. C'est la première hypothèse qu'on a voulu mettre en place pour montrer que ces mouvements ont une histoire, même quand les acteurs eux-mêmes ne sont pas, disons, s'en font pas explicitement les porte-paroles au moment de leur action. Mais ces luttes s'inscrivent dans des histoires plus longues, et on voit très bien que la vague de 2019, eh bien, s'inscrit dans la continuité de celle qu'il y a eu dans la décennie précédente, en particulier avec les mouvements de la vague de 2010-2011 qu'on a appelé les soulèvements arabes au Proche-Orient, ou qu'on a vu comme mouvement des rues et des places en Europe à l'époque, en Espagne ou en Grèce, etc. Et on voit qu'il peut y avoir justement des circulations, des luttes sociales en fonction de l'évolution de certains contextes. Et nous, on a voulu arrimer, disons, l'analyse qu'on faisait de ces mouvements à un phénomène tectonique qui littéralement a modifié et qui est toujours en train de modifier, et que la pandémie de Covid-19 finalement vient exacerber d'ailleurs, peut-être pour en changer la nature, on verra plus tard. Mais ce moment tectonique, c'est en réalité la crise internationale de 2008. Et on a voulu montrer comment on pouvait analyser l'émergence et la poussée de ces mouvements contestataires comme, disons, un sous-produit politique et social à retardement de l'impact de la crise financière internationale de 2008, et puis de tout ce qu'elle a chamboulé sur le plan planétaire, en particulier en matière de détérioration économique et sociale dans toute la planète, et de décennies noires, en particulier pour les pays sur lesquels nous avons travaillé, d'Amérique latine ou du Proche-Orient, en termes de dégradation accélérée des conditions d'existence des grandes majorités sociales dans ces pays-là, et en particulier, autre hypothèse que nous avons voulu un petit peu fouiller, et là je vais parler de ce que je connais le plus moi, c'est-à-dire l'Amérique latine, en particulier tout un tas de catégories de la population qu'on a dit de faire partie des nouvelles classes moyennes dans les sociétés, c'est-à-dire des populations qui, avant la crise de 2008 et les années qui ont précédé, ont finalement connu une forme de mobilité sociale, économique et individuelle, à tous les niveaux, et qui ont fait que d'immenses catégories de ces populations ont pu rejoindre finalement d'autres catégories de la population qu'on appelle les classes moyennes. Alors là aussi, il y a un débat sur les contours de cette notion.
de mon point de vue, ce qu'on appelle les classes moyennes, c'est d'abord un contenu idéologique, ce sont des classes consommatrices, des catégories sociales capables de consommer ce qu'offre le système économique et social mondialisé. Et donc, ce sont ces catégories-là qui, par ailleurs, en réalité, dans le cas italo-américain, c'est très clair, sont des catégories issues des populations pauvres qui ont eu accès donc à un certain nombre de biens et de services, mais qui ont eu accès en restant ou en se convertissant, disons, en catégorie précarisée, hein, largement précarisée, avec un passage de la pauvreté à des petits boulots, sans contrat forcément, parfois dans la formalité encore, ou parfois avec des contrats précaires à la journée, à la semaine, au mois, des petits CDD, en tout cas, et puis parfois qui ont eu accès aussi à leur consommation et à leur mobilité par l'endettement personnel, par le mécanisme du crédit, pas par le revenu produit par leur travail. Bref, une sorte d'agglomérat comme ça de facteurs qui font qu'ils ont pu avoir une ascension sociale, c'est très clair, mais avec une fragilité, une vulnérabilité qui est venue dénuder de nouveau la crise de 2008 et puis tout ce qui s'est passé depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui en termes de détérioration des grands indicateurs économiques et sociaux qui ont frappé d'abord ces populations. Je prends un chiffre pour me faire comprendre. L'OCDE, par exemple, considère que entre 2000 et 2010, grosso modo, en Amérique latine, ce qu'on appelle les classes moyennes ont constitué jusqu'à 70% de la population latino-américaine. C'est énorme. Encore une fois, ces 70%, dedans, il y a 40% qui sont des gens qui, strictement monétairement, gagnent entre 5 et 13 dollars par jour. C'est ça dont on parle. Et c'est cette masse de gens qui vient constituer les bases sociologiques des mouvements sociaux dont on parle. Parce que quand sont arrivées la crise économique et sociale et le désordre lié à la crise de 2008 et ses conséquences, eh bien évidemment, ces 40% sont aujourd'hui ceux que la même OCDE considère être de retour à la trappe à la pauvreté, là en 2020. Donc, sous les coups de butoir du retour de la pauvreté, de l'exacerbation et du retour des inégalités sociales qui sont flagrantes dans tout un tas de ces pays-là, si je parle d'Amérique latine, je devrais vous parler du Brésil, de l'Équateur, de la Colombie, du Chili, qui sont parmi les pays dans lesquels les mouvements ont éclaté en 2019, sous la précarisation, etc., eh bien, nous trouvons en fait les causes finalement de ces mouvements sociaux. Autre hypothèse qu'on a voulu travailler sans être exhaustif, c'est de s'intéresser au mode d'organisation de ces mouvements sociaux. Une fois qu'on les a inscrits dans le temps long et avec ce lien avec la crise de 2008, on a voulu s'intéresser à leur mode d'organisation pour voir quelles en étaient finalement les innovations, hein, le caractère créatif, ce qu'il y avait de nouveau et pourquoi ça marchait. Et puis aussi, en contrepoint, on a voulu s'intéresser à voir quelles limites ça posait à ces mouvements aujourd'hui et quels défis ça leur posait. Et là, on a listé tout un tas de choses. Alors, je ne vais pas, à faute de temps, là, rentrer trop dans le détail. On va y revenir, Christophe. On va revenir dans le détail. Voilà, prenons d'abord une vision d'ensemble avant de rentrer un peu plus dans le détail. J'en profite d'ailleurs pour dire que vous pouvez poser des questions par écrit qui me viennent ici sur mon écran d'ordinateur et que je pourrais transmettre aux intervenants. Donc, il suffit de taper vos questions, elles arriveront au fur et à mesure. Alors, continuons cette discussion. Annick Coupet, vous n'avez pas rédigé cette note, vous ne travaillez pas pour l'IRIS, j'imagine que vous l'avez lu. Je voudrais savoir d'abord ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez qu'effectivement, comme disait Christophe Ventura tout à l'heure, ce n'était pas leur objet, mais on aurait pu aussi intégrer dans ce travail les Gilets jaunes et la crise qu'on a connue sociale l'année dernière en France et qui a l'air de se poursuivre d'ailleurs et de s'accroître avec cette pandémie. Est-ce que finalement, ça nous concerne aussi, nous, chez nous, en France, dans notre quotidien, cette crise? Bah écoutez, en lisant cette note, d'abord je trouve intéressant de chercher les ressorts divers de ces mouvements sociaux qui ont été étudiés dans la note, et en même temps, la lisant, pour moi, ça a résonné beaucoup avec un certain nombre de choses. Bon, j'ai pensé aux Gilets jaunes, même le mouvement des retraites avant la pandémie. J'ai pensé aussi à les mobilisations contre les lois travail et au phénomène nuit debout. Bon, donc je pense que bien évidemment, il y a toujours des
particulière là où les mouvements sociaux se situent. Mais en tous les cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses, en tous les cas, en résonance. Je vais essayer d'en donner quelques-uns et voilà. Donc, je pense que d'abord, il y a la question de ce que moi, bon, je le dis, la question de l'injustice. À chaque fois, d'un sentiment très fort, alors plus ou moins important selon les pays et plus ou moins important selon les thématiques, mais qui est une question de ce n'est plus supportable un tel degré d'injustice, alors même qu'il y a une corruption qui est de plus en plus comprise par les populations, etc. Et le sentiment qu'il y a une minorité, une élite qui s'accapare le pouvoir, les richesses, etc. Donc je pense que cette question-là, c'est un ressort, à mon avis, qu'on retrouve dans beaucoup de ces mouvements. Je pense qu'il y a aussi, en tous les cas, la question de l'occupation de l'espace public, que ça soit les places, que ça soit les ronds-points, que ça soit les quartiers, que ça soit dans les manifestations, les rues. C'est-à-dire la question de l'espace public, de se réapproprier l'espace public d'une façon ou d'une autre et de le faire collectivement est à chaque fois, à mon avis, quelque chose qui marque beaucoup ces mouvements, en tous les cas beaucoup plus que les années d'avant 2008, pour situer, pour prendre cette référence-là. Et ça a une autre réalité, c'est à mon avis, c'est un ancrage territorial important. Alors, territoire, on peut prendre le territoire au sens, par exemple, sur le mouvement des Gilets jaunes, des petites et moyennes villes, où on pourrait prendre dans d'autres situations les territoires au sens, je sais pas, la Catalogne, par exemple, ou voire même d'un pays. Je pense qu'il y a vraiment cette idée qu'on est dans un territoire et notre détermination, notre mobilisation, notre manière d'agir, elle part aussi du territoire. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la diversité des mouvements. Et je fais un peu d'incite sur l'interrogation, en tous les cas, la question qui a été posée par Christophe Ventura et par Didier Billon sur le caractère national des mouvements. Alors, et ils ont bien fait la distinction entre national et nationaliste, évidemment. Mais alors c'est vrai, et moi je le relie à la question du territoire en partie, hein, pas seulement, mais je pense qu'il y a cette fonction-là. Et en même temps, je trouve ce qui est intéressant, c'est que justement, ça tombe pas dans le nationalisme. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, où il y a eu une tentative très forte du Front National d'infiltrer ce mouvement, et qu'il y a eu malgré tout une résistance assez forte de ce mouvement pour ne pas se laisser infiltrer par les thèses du Front National. Évidemment, il y a eu ici ou là, voilà, mais en gros, et ça, je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que pour une militante comme moi, avoir des drapeaux bleu, blanc, rouge dans des manifestations, des gilets jaunes, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui pour moi me mettait très à l'aise. Et en même temps, par exemple, moi, j'ai le souvenir de quelqu'un qui me racontait que dans une petite ville en Occitanie, eh bien, sur les ronds-points, ils chantaient aussi bien l'Internationale que la Marseillaise. Ce qui était aussi pour moi quelque chose d'assez étonnant, vu d'où je viens et vu ma culture militante et politique. Mais en tous les cas, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire, effectivement, il y a ce côté national, on le voit avec les drapeaux et ça aussi dans les mouvements. Et en même temps, ces mouvements ne sont pas tombés dans le nationalisme et tout ce que ça peut poser comme problème. Mais justement, Annick Coupet, est-ce que ça, c'est pas un peu un aveu d'échec pour les syndicats, y compris pour les syndicats les plus radicaux comme Sud par rapport à la CGT, par rapport à la CFDT, que finalement on voit un grand mouvement en France se développer avec un drapeau français, avec la Marseillaise et en dehors des organisations syndicales et qui réclament des choses que les syndicats réclamaient depuis très longtemps et réclament encore. Alors, c'est un paradoxe et une contradiction, et je pense que oui, enfin, le mouvement des Gilets jaunes, pour en revenir à lui, je dirais, a quelque peu bousculé, en étant gentil avec le terme que je prends, le mouvement syndical. Mais je fais une différence entre une partie du mouvement syndical qui a accompagné plus ou moins, avec des degrés sinon, et une partie du mouvement syndical, je pense à la CFDT, qui l'a rejeté, clairement. Enfin, voilà, donc oui, ça a bousculé le mouvement syndical, mais je dirais que ça renvoie aussi sur les Gilets jaunes, ce qui était la composition de ce mouvement. C'était pour etc.
dynamique collective. Technique, Alors, il y a une mécanique. responsabilité du mouvement syndical, c'est clair, mais en tous les cas, pour moi, et je pense que ce qui était intéressant quand même, c'est que malgré tout, il y a une partie du mouvement syndical qui n'est pas restée complètement en dehors. Et localement, là aussi, ça s'est beaucoup joué sur les territoires. Il y a des militants syndicaux qui étaient dans le mouvement, il y a des militants syndicaux qui ont accompagné le mouvement, il y a des militants syndicaux qui ont aidé le mouvement. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on est dans une situation, et ça aussi, je crois que ça a été pointé dans l'étude, où évidemment, c'est des mouvements qui se passent en dehors du mouvement ouvrier traditionnel, pour le dire comme ça, et en même temps, pas forcément en opposition frontale. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'intermédiaire, et c'est ça, moi, je pense qu'il y a un travail pour le mouvement syndical en particulier. Je ne sais pas si je peux continuer vous ou si. Vous pouvez tout. Non, non, je voulais aussi peut-être dire une dernière chose dans ce premier tour de table. C'est ce qui a été pointé aussi sur la question de l'internationalisme ou du manque d'internationalisme, pour le dire comme ça. Alors, c'est vrai, on n'est pas dans un mouvement coordonné, etc. Et en même temps, je pense que c'est des mouvements qui ne se désintéressaient pas de ce qui se passait dans les autres pays. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait un peu en écho. Ça a été vrai dans les soulèvements dans les pays arabes au début des années 2010. Enfin, au début des années 2010, on a bien vu qu'il y avait un écho qui se faisait au Maghreb et au Moyen-Orient. Mais je pense aussi dans les contestations, les mouvements notamment de l'année dernière, même si ces mouvements ne se sont pas pensés et n'ont pas eu la volonté de se structurer d'une façon ou d'une autre et tout, je pense que c'est des mouvements qui se sont faits, enfin, qui s'intéressaient à ce qui se passait dans les pays à côté, avec effectivement Internet, les réseaux sociaux aussi, l'écho était très important. Et je pense que ces mouvements se nourrissent les uns et les autres, me semble-t-il, en tous les cas, c'est une hypothèse que je formule. Ok, Annick. Alors moi, je ne sais pas si vous me voyez. Ah oui, je pense que vous me voyez. Oui. Oui. L'impression d'avoir disparu à un moment donné. Je redis pour les personnes qui nous suivent, qui peuvent nous poser des questions, chatter avec nous et donc nous poser par le chat des questions écrites que moi je peux évidemment retranscrire. Je vois qu'il y a déjà quelques questions. Pour Didier d'ailleurs, hein, sur l'Algérie. Hein, évidemment, on s'interroge sur cette révolution algérienne. Alors, s'il y a bien, on peut s'interroger de savoir si en 1962 l'Algérie a connu une révolution ou tout simplement une indépendance. Là, on ne peut pas s'interroger pour savoir si c'est une vraie révolution. La rue a chassé le président, les grands dirigeants de l'époque sont en prison. Le patron de l'armée, lui, il est mort de sa belle mort. Mais en tout cas, l'armée ne lâche pas l'affaire, comme on dit quand on est jeune. Mais il n'empêche qu'on est là dans un mouvement tout à fait incroyable, inimaginable. Oui, sur ce qui se passe dans les mondes arabes, et on va parler de l'Algérie, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'expliquait Annick, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'internationalisme revendiqué, mais qu'incontestablement, ces mouvements se nourrissent mutuellement, d'une part, et que ce qui se passe à Rabat n'est pas indifférent pour ceux qui habitent à Sanaa au Yémen, et ce qui se passe en Syrie, tragiquement, n'est pas indifférent pour ceux qui habitent au Caire. Donc ça, c'est clair et net. En 2011, moi, de mon point de vue, il n'y a pas eu de révolution. Il y a eu des processus révolutionnaires, des crises révolutionnaires et surtout une onde de choc politique formidable qui a traversé toute la région à une vitesse tout à fait foudroyante. Et ce qui est intéressant, c'est que, rappelez-vous, certains nous avaient maintes fois expliqué que les printemps arabes, terme que je déteste pour ma part, étaient clos, que c'était l'hiver islamiste, etc. Pour ma part, j'ai toujours considéré, et je l'ai écrit souvent dans les colonnes du site de l'IRIS, que la séquence politique qui a été ouverte en 2010-2011, elle n'était pas refermée, qu'elle connaîtrait des soubresauts, de nouveaux développements. Eh bien, on l'a vu en 2019. C'est-à-dire que sur les mêmes considérations, finalement, justice sociale, droit démocratique, et surtout, Annick expliquait le sentiment d'injustice, c'est la revendication de la dignité.
Eh bien, de nouveau en 2019, partout dans les mondes arabes, on a retrouvé ce triptyque. Question sociale, question politique et l'aspiration à la dignité. Nous en avons assez d'être traités comme des sous-citoyens ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est le ferment de ce qui alimente au quotidien ces mouvements de contestation, que ce soit en Algérie, en Irak, au Liban et au Soudan. Bon, alors en Algérie, bien sûr, nous avons été étonnés jusqu'au début de la pandémie par cette formidable capacité, ce fameux Irak, ce mouvement qui, de semaine en semaine, se reproduisait de façon pacifique ou quasiment pacifique. Il y a eu quelques anicroches à certains moments, mais ma foi, et tant mieux, ce mouvement s'est affirmé par sa force, par sa puissance et par son nombre, a eu des conséquences politiques parce que Bouteflika n'a pas pu se représenter pour un 5e mandat, que depuis lors des élections présidentielles ont eu lieu, mais chacun comprend que vu le taux de participation, ces élections présidentielles arrivaient beaucoup trop tôt, au mieux beaucoup trop tôt, et que la grande majorité de ceux et de celles qui étaient descendus dans la rue, eh bien, n'ont pas été votés parce que l'offre politique ne correspondait pas du tout à ce quoi ils revendiquaient. Alors évidemment, indépendamment de la question de la pandémie, et je pense que justement les responsables ou ceux ou celles qui étaient les plus engagés dans ce mouvement de contestation en Algérie ont décidé d'arrêter toute manifestation. C'est une décision évidemment très sage au vu des enjeux sanitaires, pandémiques, etc. Mais déjà avant même le début du confinement, on s'apercevait que les grandes questions d'ordre stratégique que nous avons vécues se posaient, c'est-à-dire comment structuré plus avant, et encore une fois, ce mouvement a fait montre d'ingéniosité, comme je le disais tout à l'heure, mais n'a pas généré de leader, par exemple, en tout cas connu. Alors, je crois qu'il y a un aspect tactique. J'ai discuté avec des acteurs de ce mouvement qui m'ont dit mais on ne veut pas de leader, ou en tout cas ceux qui existent potentiellement, on ne veut pas les faire connaître parce que, il y a des risques de corruption, de tentatives d'achat, tout simplement, on connaît les méthodes de ce type de régime, et ça, on ne veut pas y concourir. Et deux, la répression. Et on sait d'ailleurs qu'un certain nombre de dirigeants spontanés qui s'étaient affirmés au cours des derniers mois sont aujourd'hui en prison en Algérie, pour ne pas citer le cas de l'Irak ou du Liban. Donc, on voit que ce mouvement a marqué historiquement l'histoire politique de l'Algérie, ça c'est un fait qui est absolument incontestable, mais il est aujourd'hui, il va se retrouver après la fin de la pandémie, que tout le monde souhaite le plus rapide possible, devant les enjeux stratégiques à la croisée des chemins. Comment mieux se structurer? Faut-il des structures permanentes? Parce que comme l'expliquait Annick, en fait, ces mouvements ont fait montre d'une grande capacité d'auto-organisation, mais ne se sont jamais heurtés au mouvement ouvrier organisé traditionnellement, sauf dans le cas de syndicats qui sont totalement corrompus. Il y en a quelques-uns dans la région que je connais le moins mal au Moyen-Orient, mais tous ces dirigeants syndicaux ne sont pas forcément corrompus, ils ont un rôle d'encadrement, et donc ces mouvements se sont faits à la marge de ces syndicats, pas contre, et c'est ça qui est très important, et je pense qu'à l'avenir, c'est une des grandes questions qui se posera. Comment faire coexister, cohabiter et surtout converger ces mouvements d'expression spontanée, auto-organisés, avec des structures plus traditionnelles. Alors ça, ce sera un des enjeux, car encore une fois, je pense qu'une des grandes faiblesses de ces mouvements, et je ne suis pas là pour porter des jugements de valeur, bien évidemment, mais une des faiblesses politiques, c'est pour le moment en tout cas, leur incapacité à se doter de structures permanentes. Sauf, alors ça c'est tout à fait étonnant et j'arrête là pour ne pas abuser de mon temps de parole, c'est au Soudan, où justement, il y a eu la conjonction d'organisations qui existaient antérieurement souvent dans la clandestinité, à caractère syndical ou professionnel, qui avaient l'habitude de s'organiser avant même le début du mouvement de contestation de 2019. Et là, il y a eu une convergence, et comme par hasard, on voit qu'au Soudan actuellement, où rien n'est définitivement joué, bien évidemment, mais il y a un processus de transition infiniment compliqué qui connaîtra des avancées, des reculs, des périodes de stagnation. Rien ne sera évidemment linéaire, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au Soudan, justement, il y a la coexistence et la convergence des aspects d'auto-organisation spontanée et de structures qui existaient antérieurement. Et je pense que c'est là l'enjeu pour la plupart des pays, non seulement au Moyen-Orient, au Maghreb, mais aussi probablement dans d'autres configurations en Amérique latine, voire même en Asie, et voire même en France, pour ne parvenir à la question des Gilets jaunes et du mouvement syndical.
Ouais, Didier Billon, vous avez raison de parler du Soudan. On va s'arrêter peut-être une seconde là-dessus, sur le Soudan, avec Annick Coupé. Je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas simplement militante syndicale de longue date, vous êtes également militante féministe. Et ce qui nous a frappé dans cette révolution au Soudan, dans un pays quand même où la tradition est très forte, où le poids de la famille est très fort, où on est plutôt conservateur, où on a eu un pouvoir avec Omar el-Bashir qui n'était pas simplement un régime de dictature, mais qui était un régime qui a appliqué la charia de façon la plus stricte, avec un leader international de l'islamisme qui était Hassan al-Tourabi. Et puis cette révolution arrive, et une des personnes qui apparaît comme un leader de ce mouvement, ben c'est une femme, c'est une jeune étudiante de 22 ans, Ala Salah. Comment vous expliquez que finalement, y compris dans ces pays-là, c'est une jeunesse et c'est une femme qui devient la porte-parole? Alors, je connais pas vraiment très très bien la situation au Soudan, à part les éléments qui ont été rappelés par tout à l'heure. Mais il me semble que là aussi, c'est pas séparé de ce qu'on voit dans l'ensemble du monde sur les mouvements féministes qui ont émergé ces dernières années, et en particulier en 2019. Et je crois que les éléments qui font que on a un mouvement féministe qui, alors c'est une nouvelle vague du féminisme pour l'inscrire dans l'histoire du mouvement féministe à long terme, enfin sur un long terme, mais on a une nouvelle vague qui est marquée par plusieurs choses. Et je pense que c'est des ingrédients qu'on retrouve au Soudan, même si le Soudan, pour les raisons que vous avez rappelées, a une place et une histoire particulière. Mais en même temps, c'est la question des précarités, je dis bien au pluriel, et que les femmes se retrouvent, voilà. Et on a un mouvement, y compris dans les pays du Sud, où les femmes sont de plus en plus présentes dans le monde du travail, alors travail formel, travail informel, etc. Mais elles sont de plus en plus présentes. Et effectivement, eh bien, les précarités qui se développent les touchent en premier lieu. La deuxième chose, c'est que je pense que les femmes sont en première ligne sur tout ce qui est le soin à la famille, le soin aux anciens, tout ce qu'on connaît, ce qu'on appelle le care en général, mais là aussi avec des particularités dans les pays du Sud et quand il y a des crises sociales, politiques importantes, je pense qu'elles sont aussi très mobilisées par ça. La question aussi des violences et du patriarcat, pour le dire comme ça, eh bien, c'est aussi quelque chose qui, je veux dire, on ne peut pas penser maintenant que dans un pays, même un pays du Sud, même un pays avec une dictature comme c'était le cas du Soudan, eh bien, complètement, soit fermé et que les femmes de ces pays-là soient fermées à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ça, je crois que ça, c'est fini. Et là, on en revient à ce je disais précédemment, c'est-à-dire, même si c'est des mouvements à un caractère national, c'est des mouvements qui sont aussi en écho et en résonance avec ce qui se passe ailleurs. Et puis, je pense qu'il y a aussi sans doute, alors je connais moins la situation au Soudan et je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est aussi des femmes qui sont, au moins pour une partie d'entre elles, malgré tout, de plus en plus éduquées, malgré tout. Et donc, cette question de la montée du niveau de l'éducation des filles et des femmes, même dans les pays extrêmement réactionnaires, eh bien, joue aussi dans le sens d'une volonté d'autonomie, d'émancipation, et d'appropriation finalement de sa propre vie et d'être moins dépendante de la famille, du mari, etc. Donc, je pense que ces ingrédients-là qu'on retrouve dans beaucoup de mouvements et avec beaucoup de mouvements féministes, notamment les dernières années, fait qu'il y a aussi des femmes qui émergent comme leaders dans ces mouvements, des jeunes femmes, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve au Soudan, vous l'avez rappelé, mais dans beaucoup de mouvements. C'est-à-dire je sais pas, au Chili, par exemple, quand il y a eu le mouvement de la jeunesse, il y avait aussi beaucoup de jeunes femmes. Dans une autre dimension aux États-Unis, ce qui se passe avec AOC, Alessandra Ottavio, je ne sais plus son nom, je m'excuse, enfin qu'on appelle AOC, dans la gauche du Parti démocrate, etc. est aussi intéressant de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est pas le profil, ce n'est absolument pas le profil des leaders classiques, quoi. Donc je crois qu'au Soudan, il y a évidemment des particularités, mais l'émergence de femmes, de jeunes femmes dirigeantes qui se mobilisent, etc., pour moi, il y a des ressorts qui sont partagés avec les mouvements féministes qu'on a trouvés ces dernières années, ces derniers mois. Alors Christophe Ventura, j'ai beaucoup de questions mais quand même,
vous dites que ce n'est pas un mouvement qui se préoccupe, ces mouvements se préoccupent peu de l'international. J'ai beaucoup de questions sur le thème, mais quand même, s'il y a bien quelque chose qui est international, c'est la lutte pour le climat. Et elle mobilise beaucoup. Alors, peut-être qu'elle ne mobilise pas justement ces pays-là, mais en tout cas, c'est une vision internationale lorsqu'on se mobilise sur le climat. On s'est posé la même question quand on a travaillé sur cette étude, parce que précisément, cette remarque est tout à fait juste et pertinente, et elle montre bien d'ailleurs en quoi la question écologique, au sens général du terme, devient un fédérateur et des luttes qui montent en puissance un peu partout. Mais il se trouve que l'observation des coalitions, disons, en place dans ces mouvements, indique qu'il y a un lien quand même assez ténu en réalité entre l'ensemble de ces mouvements qui ont eu lieu d'abord pour des questions sociales, comme on l'a dit depuis le début de la réunion, sur les questions d'injustice, d'inégalité, de pauvreté, etc. Eh bien, le lien est assez ténu avec les mouvements et en particulier la jeunesse qui est mobilisée sur les questions disons, climatique et écologique au sens plus large du terme. Alors pourquoi? Il y a certainement à prendre en compte un biais. Là aussi, on n'a fait que formuler une hypothèse qui mériterait d'être discutée, débattue et d'ailleurs contrariée peut-être. Mais c'est qu'il y a peut-être un biais là aussi sociologique. Disons que la question de la montée du mouvement climatique pour la justice environnementale est dans sa dynamique dominante un mouvement qui est plutôt situé dans les pays européens et les pays du Nord, dans sa forme organisée, alors que dans les mouvements dont on parle, ceux du Sud, eh bien, on a pu voir que ce qui a dominé, c'est plutôt les questions sociales et démocratiques, au sens large du terme. Donc, le Oui, lien mais n'a par pas exemple, au opéré, Brésil, même par si exemple, là aussi, Christophe, au il peut y avoir des Brésil, résonances. vous avez une mobilisation au Brésil, par exemple, sur la défense des terres. Ce sont des luttes quand même qui sont liées au climat. Oui, bien sûr, mais d'une part, enfin, la situation au Brésil récemment, en tout cas fin 2019, n'entre pas dans le cadre de notre recherche parce qu'il n'y a pas eu de mouvement social de contestation, disons, à dimension nationale au Brésil. Et c'est vrai que les mouvements de lutte, soit agraires, enfin, soit en faveur de la réforme agraire, comme le mouvement des sans-terres, par exemple, ou les luttes pour l'Amazonie, évidemment, sont là aussi des luttes de temps long au Brésil, mais elles ne sont plus le disons, le principe ou la lutte qui fédérerait toutes les autres autour d'elle pour créer un mouvement d'ampleur, comme on a pu voir au Chili ou en Équateur, etc. Puisque ce qui a permis ça, c'est plutôt la question sociale. Donc, ça laisse complètement ouverte et ça souligne en même temps, évidemment, l'importance de l'articulation entre la question sociale et la question environnementale pour ces mouvements de contestation à l'échelle globale, s'ils veulent précisément réussir à globaliser leur combat et leur organisation. Ça laisse complètement ouvert ça et ça le souligne en même temps. Ça, c'est tout à fait juste. Mais en tout cas, le lien dans les mouvements qui nous intéressent avec le mouvement climatique était quand même assez ténu, ce qui ne veut pas dire, et j'en termine, que dans ces mouvements, il n'y avait pas des composantes ou des organisations ou des associations ou des mouvements sociaux qui sont impliqués sur les questions climatiques. Il pouvait y en avoir, mais ce n'était pas ça qui était, disons, la lutte ou le principe qui fédérait et qui avait une centralité dans l'organisation de ces mouvements. Et Christophe, est-ce que ces mouvements, ce n'est pas finalement aussi et essentiellement des mouvements urbains? Alors, la question urbaine est déterminante. Vous avez tout à fait raison. Disons, évidemment, des luttes, il y en a dans tous les territoires. Annie Coupé l'a très bien fait remarquer au début, que les luttes sont liées au territoire au pluriel, qu'ils soient local ou national. Bien sûr, ils sont ancrés. Il y a des luttes qui sont dans tous les territoires. Et ça, c'est la première chose qu'il faut bien poser pour discuter. La seconde, c'est que les mouvements dont on parle là, effectivement, sont des mouvements dont la dimension urbaine est centrale. Pourquoi? Et pour faire vite. Parce que la ville condense, j'ai envie de dire, toutes les problématiques sociales contemporaines et toutes ces problématiques confrontées précisément, disons, à l'absence de solutions portées par les institutions, les États, etc. Et c'est dans la ville qu'à la fois on est confronté à ça par rapport aux questions où tout se cumule et s'additionne, les questions d'accès aux ressources, à l'énergie, au transport, à l'éducation,
à l'emploi, etc. Ça ne veut pas dire que ces questions-là n'existent pas dans les territoires non urbains, mais ça veut dire que dans les villes, ils se densifient, s'articulent, se combinent et démultiplient des problématiques qui touchent tous les habitants, tous les citadins. C'est pour ça que là, il y a une dynamique particulière qui s'installe dans la ville. Et la ville, c'est aussi le lieu où il y a, disons, la multiplication justement de mouvements, d'organisations, de comités de quartier. Il y a une organisation de la ville qui est propice à des organisations humaines sous forme de comités de quartier, d'associations sur telle ou telle thématique, transport, eau, électricité dans les quartiers, etc. Et ça fournit, si vous voulez, une sorte de socle, de base organisationnelle qui souvent et peut même être au départ d'ailleurs des mouvements dont on parle, en tout cas du déclencheur des mouvements auxquels vont venir s'agréger ensuite tout un tas de populations qui ne font pas partie de ces mouvements-là. Mais dans la ville, on trouve ces traditions, ces cultures contestataires, très très fortes, qui peuvent être sur le plan, je l'ai dit, des réseaux, l'accès à des droits et des ressources, mais aussi sur le plan culturel. Et donc la ville, elle est là. Enfin, un dernier point sur la ville, c'est que elle, j'ai envie de dire quasiment d'un point de vue symbolique, elle incarne littéralement la stratégie de ces mouvements, qui est une stratégie d'occupation de l'espace public, on l'a dit, d'occupation de la rue, d'occupation de place, et où ces mouvements vont organiser, vont tenter d'organiser, lorsqu'ils sont mûrs, une sorte d'espace un petit peu alternatif dans la ville pour organiser et systématiser les pratiques sociales innovantes dont ils sont les producteurs et les porteurs. Et la ville se prête aisément à ça parce que ces mouvements épousent en quelque sorte les infrastructures urbaines pour faire ce travail-là. Et c'est pour toutes ces raisons et d'autres qu'on étudie dans l'étude qu'effectivement, on peut répondre par l'affirmative sur le fait qu'il y a un lien très fort entre le mode urbain et le développement de ces mouvements. Didier Billon, quand on dit mode urbain, développement du mouvement, évidemment, on pense à Internet, on pense aux réseaux sociaux. Ça veut dire que dans la ville, c'est là où ça marche le mieux en général, Internet. Est-ce que ça, on l'a vu y compris dans des pays qui étaient peu habitués à ça? Est-ce que ça aussi, c'est un changement fondamental dans la façon de se mobiliser? Oui, alors incontestablement, je ne partage pas ceux qui avaient commis des articles en 2011-2012 et qui ont repris ce thème en 2019 pour ce qui concerne le Moyen-Orient, des révolutions 2.0. C'est un concept que je ne partage pas du tout pour ma part, parce qu'une révolution, c'est aussi la prise du pouvoir d'État, et la prise du pouvoir d'État, ça ne se fera pas par Internet de toute façon, mais ça, c'est un défi stratégique. Pour autant, il serait bien idiot et réducteur de ne pas prendre en compte ce paramètre. D'ailleurs, peut-être ne l'a-t-on pas fait suffisamment, bien que nous l'évoquions, c'est que les réseaux sociaux, dans leurs différentes déclinaisons, sont un élément facilitateur, incontestablement facilitateur et accélérateur des processus de mobilisation. D'autant que nous sommes dans des pays, je parle là du Moyen-Orient, où le caractère démocratique de l'exercice de la vie citoyenne n'est pas la principale caractéristique. Donc, l'utilisation de ces mouvements sociaux permet de contourner au moins en partie l'appareil d'État, les appareils sécuritaires. Ce que l'on constate, si on se met en perspective sur une dizaine d'années, c'est qu'après les mouvements de contestation de 2010-2011, à peu près partout, à l'exception notoire de la Tunisie, eh bien partout les appareils répressifs, policiers et ou militaires, ont repris la situation en main et ont même accru le caractère non démocratique de ces États. Pour autant, de façon souterraine, de façon clandestine, en utilisant les réseaux sociaux, dont on sait que par ailleurs une partie est surveillée, contrôlée par l'État, il n'empêche, objectivement, ils sont des ferments qui facilitent le contact, qui facilitent les échanges, non seulement à l'intérieur de tel ou tel pays, mais je reviens à ma vieille obsession internationaliste qui favorise les contacts aussi avec l'extérieur, avec d'autres pays. Donc les informations circulent, les échanges se font multiples. Imaginez quand même que nous sommes dans des États où plus personne ne lit la presse officielle. La presse officielle, c'est le bulletin de paroisse du gouvernement. Peu personne n'en veut. Ça là ne possède aucun intérêt. Alors il y a eu le phénomène des chaînes internationales du style de celle du Qatar, de celle promues par l'Arabie Saoudite.
Jazeera, oui, bien sûr, qui ont été aussi des ferments d'informations à peu près libres. J'ai bien à peu près, évidemment. Mais ces réseaux sociaux sont désormais partis à l'ensemble des mouvements de contestation sur lesquels nous nous sommes penchés. Partout, les manifestants, ceux qui s'organisent, ceux qui sont dans la rue, ceux qui occupent des places, des espaces publics, sont tous dotés de ces réseaux sociaux. Alors, par ailleurs, ça montre aussi peut-être une des limites sociales. C'est que ceux qui utilisent les réseaux sociaux, et ils sont nombreux, ce n'est pas un phénomène minoritaire, pour autant, ce ne sont pas les couches les plus paupérisées. Par exemple, en Égypte, on se souvient que la fameuse place Tahrir, qui a été occupée pendant des semaines, à plusieurs reprises d'ailleurs, eh bien, tous ceux qui étaient sur place étaient dotés de réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, déjouer les pièges de la police, déjouer le mouvement des forces policières, etc. Ça, c'est vrai. Mais il est évident, et je peux le regretter, mais c'est ainsi, que le fellah qui travaillait la terre dans le delta du Nil, en général, n'était pas doté de ces réseaux de communication. Donc ça, c'est une faiblesse aussi, mais c'est un fait objectif, on ne peut rien. Mais en tout cas, il ne faut pas à la fois surestimer l'importance de ces réseaux, donc il n'y aura pas de révolution 2.0, tout du moins de mon point de vue, ça c'est une vue de l'esprit, mais pour autant, incontestablement, ils sont un facteur d'homogénéisation, d'accélération et de facilitation de l'auto-organisation. Et en ce sens, on peut dire qu'il y a un aspect progressiste de l'utilisation des 10 mouvements sociaux. Donc, la technique, comme sur tout autre sujet, ça peut être le meilleur comme pour le pire, parce que les réseaux sociaux, ça sert aussi à pister les militants, il ne faut pas se le cacher. Donc, il y a les deux, il y a l'ambivalence d'un système, eh bien, il faut l'utiliser au mieux pour changer le monde. Oui, on y coupait tout à l'heure Didier Billon, et la note d'ailleurs, on parle, on dit à un moment donné, eh ben, il y a la décision de trop qui fait que ça explose, qui provoque le dégagisme, le côté anecdotique de la chose, et subitement, on est étonné de voir que tout part. Vous qui avez été militante syndicale, on a connu ça souvent dans les entreprises, il y a une grève, on se demande pourquoi il y a cette grève, et puis en réfléchissant un peu et en voyant se développer les choses, on se demande finalement pourquoi la grève n'a pas eu lieu avant. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a cet ingrédient, il y a cette étincelle, et que finalement l'histoire n'est jamais écrite? J'ai l'impression qu'on... Ah, j'avais perdu Annick. Non, c'est bon. Vous m'entendez là? Oui, oui. Oui, très bien. Oui, non, mais si on connaissait la formule pour faire démarrer des grèves ou un mouvement social, franchement, voilà, enfin, moi, j'aurais bien aimé l'avoir un certain nombre de fois dans ma vie militante, mais évidemment, on le sait jamais. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une mesure qui peut apparaître parfois pas plus grave que d'autres mesures, voire parfois moins grave, eh bien, va déclencher les choses. Et je pense enfin, moi, j'ai toujours pas la recette de ça. C'est-à-dire que je pense que c'est toujours effectivement. Alors, après, quand on réfléchit, on voit qu'il y avait des éléments, voilà, mais qui à un moment donné se sont manifestés. Et voilà, parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Et puis, et ben, je pense que c'est comme ça. Et ça sera, à mon avis, ça sera toujours comme ça. C'est-à-dire que on aura toujours des mouvements qui partiront sur des choses qui peuvent apparaître imprévisibles, mais quand on regarde, il y avait les ingrédients avant. C'est-à-dire que ce qui est dit dans la note sur les conséquences de la crise de 2008-2009, les attaques du néolibéralisme, la précarisation générale des sociétés, les élites qui cumulent les pouvoirs politiques, financiers, etc., etc. Ben, c'est aussi ça, enfin, qui à un moment donné fait que dans l'histoire, c'est pas linéaire, c'est-à-dire que ça va craquer. Voilà, quand je sais, un grand homme historique disait quand ceux d'en haut n'en peuvent plus et quand ceux ne... Bon, c'est un peu schématique, mais malgré tout, c'est toujours un peu ça. Bon. Et voilà, je crois que c'est ça. Alors, mais en même temps, ce qui est intéressant, encore une fois, pour en revenir à l'objet de la discussion d'aujourd'hui, c'est qu'on voit bien, et pour moi, en tous les cas, c'est quelque chose vraiment de positif, c'est avec des situations tout à fait différentes, on voit bien qu'il y a des ingrédients communs. On a parlé de la dignité, on a parlé de l'injustice, on a parlé de la corruption, etc. On voit bien que c'est des ingrédients communs. Et ça pose question, justement, sur un peu l'avenir.
Et dans la note est pointée, et Didier Billon le rappelait, la question des alternatives politiques. Et c'est vrai que on a moi j'ai le sentiment, et puis en lisant la note aussi, c'est qu'on a quelque chose qui peut apparaître comme très contradictoire, c'est-à-dire des mouvements qui sont très imaginatifs, qui construisent des rapports de force, qui posent des questions fondamentales de société. C'est-à-dire que quand on regarde ce que posent ces mouvements, c'est pas simplement la réaction à telle ou telle mesure. Au début, c'est ça, mais après, ça pose vraiment des questions d'enjeux de société fondamentaux sur plein de sujets. Donc, c'est des mouvements très politiques en ce sens-là. Et en même temps, ces mouvements tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, tels qu'ils se sont dotés, du type de fonctionnement dont ils se sont dotés, ne posent pas la question immédiatement d'alternatives politiques au sens où on l'entend nous, c'est-à-dire un changement profond, soit par les élections, soit par autre chose, qui remettent tout en cause. Ça, c'est une vraie tension. J'ai évidemment pas la réponse à ça. Moi, il me semble qu'il y a peut-être deux choses qu'il faudrait dire. C'est un, le changement politique, il est toujours vécu comme sur un temps long, et on n'a pas aujourd'hui des offres politiques au sens des partis classiques, je dis même pas traditionnels, des partis classiques, que ça soit dans les pays qui ont été étudiés ou même en France. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un décalage très important entre les structures politiques classiques qui existent toujours pour certaines et qui ont encore un peu de crédibilité, et ces mouvements qui ne se voient pas dans cette offre politique. Et là, je pense qu'il y a un nœud très fort. Je ne sais pas comment il peut se délier dans l'avenir. Et puis, dernière chose que je dirais, c'est que je pense qu'il y a une tension entre, effectivement, les formes d'engagement aujourd'hui qui passent notamment par les réseaux sociaux, tout ce qui a été dit, c'est-à-dire on ne s'engage plus organisationnellement, on s'engage de façon affinitaire, pour reprendre ce terme, ou sur un sujet à un moment donné, avec les gens avec qui on s'en proche à un moment donné, mais ça, c'est en tous les cas pas la culture de l'engagement organisationnel qu'on a connu pendant très longtemps, que ça soit en France, en Europe, mais dans le monde entier. Donc, on est, je pense, dans cette période où ces tensions, ces nœuds sont apparus au grand jour avec ces mouvements. Et je pense qu'on n'en a pas fini avec ça. On verra à la suite du Covid ce qui se passe du point de vue des mobilisations et des mouvements sociaux dans le monde. Mais je pense qu'en tous les cas, cette tension entre les forces politiques qui existent encore, qui aspirent au pouvoir, etc., et ces mouvements qui sont des mouvements de contestation de l'ordre établi extrêmement forts et qui ne peuvent plus se projeter dans ces mouvements politiques classiques, quoi. Mais je n'ai pas la réponse à cette tension, bien évidemment. Didier Billon disait tout à l'heure qu'on se regarde beaucoup, on suit beaucoup les uns les autres de savoir comment ça se passe, en particulier dans le monde arabe. On a vu qu'effectivement, entre ce qui se fait passer, parce qu'ils ont été un peu à l'avant-garde dans le temps, en tout cas, ce sont eux qui ont commencé, entre l'Algérie et le Soudan, on s'est beaucoup regardé dans la mobilisation. Alors, Christophe Ventura, est-ce que c'est vrai aussi en Amérique latine? Est-ce qu'on se regarde beaucoup? Est-ce que d'un pays à l'autre, les mouvements de contestation regardent comment ça se passe? Est-ce que chacun apprend de l'autre aussi? Oui, indiscutablement, oui. D'abord, encore une fois, si on rentre un petit peu dans la chirurgie de chacun de ces mouvements, on découvrirait, encore une fois, ce qui se passe sous les radars ou sous les eaux de ces mouvements. C'est au sein même de ces mouvements des articulations entre, disons, des nouveaux entrants, si je puis dire. Donc, un peu d'ailleurs ce qu'a décrit fort justement Annick Coupé sur, disons, l'intervention dans ces mouvements en général d'individus sur des bases affinitaires à géométrie variable. On peut entrer, on peut sortir, on peut rentrer dans ce mouvement pour faire quelque chose qui nous intéresse, de concret ou plus politisé, mais on peut aussi arrêter d'y militer ou d'y être mobilisé, etc. Mais c'est articulé aussi avec des mouvements, encore une fois, plus structurés, plus enracinés finalement dans le tissu politique et social du dit pays. Et ces réseaux-là, ces organisations, si je prends le cas par exemple de la Colombie, admettons, je m'intéresse au cas colombien, du mouvement colombien ou du chilien dont on a parlé quelques fois là, eh bien, on se rend compte que dans le mouvement, même si des organisations type associatives, syndicales ou politiques ne sont pas à l'initiative du dit mouvement,
Alors, c'est d'ailleurs moins le cas en Colombie, parce qu'au Colombie, on a plutôt un schéma de ce point de vue-là plus classique, puisque les organisations syndicales et politiques sont au démarrage des mouvements sociaux de contestation contre le gouvernement de M. Duque, ce qui n'est pas le cas au Chili. Mais en tout cas, au Chili, elles sont aussi présentes dans ce mouvement, des organisations, et ces organisations, de fait, sont connectées, ont des liens et des échanges quotidiens, des flux de connexion, de discussion, d'échange, d'analyse de la situation avec d'autres mouvements à l'international. Et je pense, sous contrôle de Annick Coupé, que je suis certain, par exemple, qu'un mouvement comme Attaque France, dont elle est la secrétaire générale, a eu pendant les mouvements dont on parle fin hiver, automne 2019 dans ces pays, certainement un nombre de contacts assez soutenus pour échanger ou pour soutenir, appuyer, en tout cas contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a là, tout ça existe de manière embryonnaire. Ce qui n'existe pas, c'est passer de ça à ce que pointe Didier Guillon lorsqu'il pointe les limites de la dimension internationaliste. C'est ça qui manque. Ce qui manque, c'est un espace d'organisation, de coordination au moment de ces mouvements, mais surtout, je dirais, de manière pérenne, pour être capable finalement de s'opposer à l'organisation économique qui est pointée du doigt comme à la source de tous les problèmes de ces sociétés, qui est le capitalisme financiarisé, le néolibéralisme et son hégémonie en crise, etc. Mais il n'y a pas à ce niveau-là, ce que dit très bien Didier, aujourd'hui, une capacité et des instruments pour ces mouvements pour être capable à ce niveau-là de s'opposer au système qui est décrié. Mais au niveau local, oui, tout ça, il y a des choses qui existent à ce niveau-là, et on voit très bien qu'en fait, on est toujours sur des modèles. Alors encore une fois, là, je rentre un peu dans la chirurgie que j'espère pas trop obscure, mais il y a dans tous ces mouvements, il y a toujours, et le cas soudanais le montre aussi d'ailleurs, avec l'association des professionnels. D'ailleurs, elle porte bien son nom, des professionnels. On a justement disons, le schéma le plus avancé d'une articulation entre finalement quoi, des secteurs organisés de la société qui sont liés à la production de manière générale, voilà, la production, et puis des mouvements, des nouveaux mouvements sociaux, des individus mouvements, ça peut exister aussi eux-mêmes, qui là, dans ce cas-là, trouvent une forme, disons, d'organisation pérenne qui emmène le mouvement plus loin. C'est ce qu'on n'a pas vu ailleurs jusqu'à présent. Mais il faut comprendre qu'on est face à des mouvements qui hybrident tout cela en réalité, et qui peuvent le recycler, si j'ose dire, et le convertir en une force dont le principal défi va être de durer, et on a pointé les raisons pour lesquelles ces mouvements ont du mal à durer, ces forces ont du mal à durer, parce qu'elles se confrontent à leurs limites et puis aussi à la réaction des appareils d'État. Didier Billon, est-ce que ces mouvements peuvent se développer parce qu'on a beaucoup évidemment parlé de ça au moment des révoltes arabes en 2011, peuvent se développer en dehors de l'islam, en dehors des mouvements islamistes? Ah, ça, c'est fondamental, c'est, je crois, essentiel des leçons, des mouvements que nous pouvons tirer de 2019. Autant en 2011, les mouvements qui s'étaient développés, la plupart du temps de façon spontanée, parce qu'il y avait eu l'étincelle qui avait mis le feu aux poudres, eh bien, on a constaté que comme les seules forces politiques qui existaient de façon structurée étaient celles qui se réclamaient de l'islam politique, très rapidement, après quelques hésitations au début, eh bien, cette mouvance de l'islam politique a pris le train en marche, à chevaucher, à récupérer ou à tenter de récupérer ces mouvements. Partout, on constate le même fait. Or, en 2019, c'est totalement différent. C'est-à-dire que les partisans de l'islam politique sont totalement marginalisés. Attention, je n'ai pas dit qu'ils avaient disparu, mais le rapport au mouvement de contestation s'est radicalement modifié. Prenons des exemples. Au Soudan, ce mouvement de contestation qui aboutit à la fin d'un régime, celui de Omar el-Bashir, c'était un régime de type islamiste, politique. Or, ce mouvement, il s'est mobilisé contre un régime incarnant, soi-disant, les valeurs de l'islam politique. Tu rappelais tout à l'heure l'application de la charia, etc. En Algérie, de la même façon, les partisans de l'islam politique, dont on sait qu'ils ont subi une répression extrêmement dure après la décennie noire en Algérie, ont tenté de se greffer sur le mouvement au cours de ces derniers mois. Ils ont été poliment mais fermement rejetés. D'autant que ces partisans de l'islam politique, dans la dernière période de Bouteflika, avaient joué soit le jeu de la collaboration, soit le jeu de l'opposition de Sa Majesté, et donc étaient totalement discrédités.
Au Liban, on constate que ceux et celles qui sont descendus, à la fois pour des revendications économiques, mais aussi parce qu'ils veulent un nouveau modèle de fonctionnement de la société libanaise déconfessionnalisée. On a tous ces images formidables de jeunes chiites, de jeunes sunnites, de jeunes chrétiens qui sont bras dessus, bras dessous, qui sont dans les mêmes cortèges avec les mêmes revendications. Ils n'y sont pas parvenus pour l'instant. Enfin, un dernier exemple, l'Irak. Eh bien, on constate que parmi ceux et celles, des jeunes souvent, des femmes qui étaient dans la rue, eh bien, c'était des chiites, démographiquement ça s'expliquerait, puisque c'est la majorité de la population, eh bien, ils se sont mobilisés parfois contre des consulats iraniens, contre la toute-puissance des milices chiites, donc il y a la volonté, indépendamment de leur confession, de se mobiliser pour un nouveau type de société. Donc, ceux qui nous expliquaient que définitivement les pays du Moyen-Orient étaient incapables de s'émanciper, étaient sous la tutelle des forces de l'islam politique, se sont radicalement trompés. Que je me fasse bien comprendre, ces forces de l'islam politique n'ont pas disparu, elles ne sont pas forcément progressistes, mais ce n'est pas en tant que telles et par définition des ennemis. En tout cas, ce que l'on constate, c'est que politiquement, elles n'ont pas réussi en 2019 à se greffer sur ces mouvements de contestation. Et ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau. C'est la grande différence entre la dynamique des mouvements de contestation dans les mondes arabes en 2019 de celle qui existait en 2010-2011. Donc, c'est un fait très important. Et on voit qu'en une petite dizaine d'années, il y a un élément majeur des facteurs de contestation de 2010-2011 qui n'ont pas disparu, mais qui s'est totalement modifié et qui ne pèse plus, qui n'est plus un influenceur essentiel des développements politiques et sociaux dans les mondes arabes aujourd'hui. Alors, c'est pas donné une fois pour toutes, il peut y avoir des retours de bâton, je ne le sais pas, ma boule de cristal ne me l'a pas indiqué, mais en 2019, c'est clairement ce qui s'est passé, c'est un rejet ferme des forces se réclamant de l'islam politique. C'est une nouveauté considérable dans la structuration politique de la région. Bien, il nous reste environ un peu moins de 20 minutes. J'appelle encore si vous avez des questions. J'en ai eu pas mal sur le changement climatique. Là, j'en ai moins. Donc, n'hésitez pas de chatter pour pouvoir poser vos questions. Évidemment, je les retransmettrai à nos intervenants. Annick Coupet, on est quand même dans une contradiction, c'est-à-dire qu'à la fois ces mouvements se développent et ils s'élargissent parce que justement il n'y a pas de direction d'une certaine façon. La direction et la perspective, elle réduit à un moment donné. On n'est pas du tout dans les schémas du XXe siècle où on a vu un syndicat qui était en même temps un mouvement politique comme Solidarność en Pologne rassembler tout le monde avec quelqu'un qui a pu l'incarner avec Lech Walesa, etc. Là, on est dans un élargissement et on se dit que finalement, vu la déconsidération pour les partis politiques aujourd'hui, vu les échecs répétés, vu le fait que grâce à Internet et aux réseaux sociaux, tout le monde peut se parler sur un pied d'égalité, finalement, on se dit, s'il y a un leader, si on trouve une perspective, si on trouve un représentant, ça va réduire le mouvement. Je pense que oui, enfin, on voit bien que ce type de mouvement, il pose ces questions-là. Et je pense que on n'est pas au bout on n'est pas au bout de ces logiques et de ce qu'elles vont produire. Est-ce que, par exemple, la question d'avoir besoin d'un leader charismatique, comme ça a été souvent le cas au XXe siècle ou même encore dans la conception politique de certains partis, y compris en France, eh bien, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour travailler à l'émancipation collective et individuelle? Or, voilà, je pense qu'on est encore dans ces schémas-là et que, en fait, ce qui émerge depuis maintenant dans tous les mouvements sociaux, en disant Annick Coupet, je crois qu'on vous perd là. Pour moi, je suis persuadée que c'est à ça qu'il faut, enfin, en tous les cas, qu'il faut travailler. Juste... Annick, excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste reprendre votre dernière phrase parce qu'on vous a perdu pendant un moment? D'accord. Non, je ne sais pas la phrase qui a été perdue, mais je pense que effectivement, on est
dans une réflexion et qui sont dans tous les mouvements sociaux, y compris dans les mouvements féministes aussi, sur de faire. Alors moi, je suis pas pour dire c'est la base qui a raison, il faut faire que des mouvements de base, etc. Mais si on est d'accord que l'ancrage dans les territoires des mouvements est fondamental et que ça s'appuie sur ce que vivent les gens réellement au quotidien, dans leur diversité de situations, eh bien, je pense qu'il faut repenser ce qui étaient des modèles assez pyramidales, que ce soit les mouvements politiques ou les mouvements syndicaux. Et les mouvements syndicaux, enfin, moi, par exemple, je viens d'un mouvement syndical Sud, solidaire, etc. On a essayé de repenser ces questions-là, mais on les a pas forcément complètement réglées. Bon, donc je crois qu'on est dans cette période-là, il faut l'accepter, c'est-à-dire de ne pas avoir un débouché politique avec un leader ou une leaduse charismatique immédiatement. Bon, alors après, je pense qu'il faut réfléchir sur comment, par exemple, peut se construire la démocratie, c'est-à-dire ou comment on prend les décisions. C'est-à-dire, on voit bien dans la question de la pandémie aujourd'hui que la question des activités essentielles et des activités non essentielles se pose. Et je pense que ça se pose en France et ça se pose dans d'autres pays. C'est-à-dire quand on a vu qu'on faisait travailler certaines personnes et puis, etc. Bon, voilà, on voit bien que ce qui fait aujourd'hui tenir une société, c'est pas forcément les métiers qui sont les plus rémunérés, les plus rémunérés, les plus considérés. Bon, donc on voit bien qu'il y a ce débat. Mais qui va décider ce qu'est une activité essentielle? Nous quatre, on pourrait peut-être se mettre d'accord là autour, pas de la table, mais des micros. Mais voilà, donc on voit bien qu'il y a des questions de comment faire vivre la démocratie, comment prendre des décisions, à quelle échelle, comment on articule le niveau local, le niveau régional, le niveau, voire le niveau mondial. Bon, tout ça, c'est des questions qui sont aujourd'hui devant nous. Bon, et je pense qu'il faut accepter d'être dans cet inconfort, même si c'est pas satisfaisant et qu'on voit qu'il y a des enjeux politiques à court terme, la montée des autoritarismes, les risques du Front National en France, par exemple, etc. Donc, on a une tension entre le court terme et des enjeux politiques immédiats, voire politiciens, et des risques importants avec les montées de forces politiques extrêmement réactionnaires, et en même temps repenser un imaginaire d'émancipation qui forcément va prendre un peu de temps et sur lequel, de mon point de vue, il n'y a pas de baguette magique et il n'y a pas de raccourci possible. C'est pas très satisfaisant, mais c'est comme ça que je le pense. C'est la vie. Christophe Ventura, c'est un peu le même problème en Amérique latine. Vous avez exactement la même difficulté entre si on trouve un leader, si on trouve un cadre, si on trouve une perspective, le risque, c'est finalement de rétrécir le mouvement. Si on part des mouvements dont on discute ce soir, oui, ces problématiques sont centrales. Parce que ce sont des mouvements qui sont basés, on l'a dit, sur l'auto-organisation, sur aussi, on n'en a pas assez parlé là peut-être ce soir, mais qui sont aussi des mouvements qui sont en réaction par rapport à une crise profonde de la représentation politique, qu'elle soit politique au sens électoral, hein, des élections, des partis, mais aussi des syndicats, etc., etc. C'est pour ça qu'on est dans les schémas qui sont ni noirs ni blancs, en fait. On est dans du gris avec ces affaires-là. Il est clair qu'en Amérique latine, c'est à la fois la région pour laquelle, en général, sur laquelle on a souvent l'impression qu'elle est la terre des grands leaders, justement, révolutionnaires, etc., y compris dans la dernière période avec Chavez au Venezuela ou autres, etc. Et en même temps, c'est la région où la défiance par rapport à la représentation politique est la plus forte aussi. Hein, c'est en Amérique latine qu'on trouve la crise de la représentation la plus forte par rapport aux organisations, disons, médiatrices dans une société, que ce soit encore une fois les partis, les syndicats, les administrations, etc. Toutes les enquêtes d'opinion dans tous les pays latino-américains montrent un rejet massif de la confiance dans les gouvernements, les institutions, les médias, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, on est là-dedans. Et ces mouvements sont porteurs de ça aussi, bien évidemment, comme ailleurs. Et donc, il y a une crise de la représentation. Le fait de ne pas avoir de leader offre évidemment beaucoup d'avantages, y compris celui de ne pas se faire capturer sa parole par quelqu'un qui peut ensuite devenir une chose médiatique. Le fait de protéger même le mouvement d'ailleurs par rapport à d'éventuelles répressions des appareils d'État, c'est-à-dire de couper la tête finalement visible d'un mouvement. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et en même temps, ça nous indique bien que le fait que ces mouvements
achoppe sur cette question d'une représentation ou d'un leadership, c'est un élément qui nous montre autre chose comme limite de ces mouvements. Nous, on a parlé de panne stratégique dans notre note pour pointer cela. C'est le fait que peut-être une hypothèse, alors c'est un point de vue plus personnel, peut-être qu'une hypothèse est qu'il soit demandé des choses que ces mouvements ne peuvent pas produire en réalité. C'est vrai que la question du débouché politique de ces mouvements ne se pose peut-être pas comme dans les termes de savoir si ces mouvements ou à partir de ces mouvements, on peut avoir une nouvelle force politique qui conquiert le pouvoir d'État. Peut-être que ces mouvements ne sont pas aptes à faire cela. Ces mouvements sont d'abord les producteurs d'une culture politique, au sens large du terme, une culture contestataire qui irrigue la société, manifestement. Ces mouvements, on le montre dans la note, sont des mouvements qui cristallise et condense des pratiques sociales nouvelles, innovantes, des cultures organisationnelles nouvelles, des moments, des grandes tendances philosophiques de long terme en fait dans les sociétés. Et ces mouvements, ils les incarnent à un moment donné de manière explosive, et puis parfois ils vont redescendre un peu pour revenir ultérieurement d'une autre manière sur un autre sujet, mais avec ce bagage-là. Bon, ça on peut voir que ces mouvements ont cette fonction-là, si j'ose dire. Mais aujourd'hui, et c'est un peu, je crois, enfin comme ça que j'entends, interprète ce que disait Annick Coupé, on ne peut pas voir si ces mouvements peuvent produire autre chose en matière de, disons, de formation politique nouvelle. Hein. Et donc, on est dans cette limite-là qui, effectivement, peut être une panne stratégique aussi à des moments pour ces mouvements étudiés pour eux-mêmes, je veux dire, hein, pas dans le temps long cette fois-ci. Au moment où ils arrivent, ça peut être une panne stratégique qui leur pose bien des problèmes. Enfin, pour revenir au départ de votre question, oui, en Amérique latine, ces problématiques-là qu'on a trouvées dans les mouvements au Proche-Orient, au Soudan ou en Europe avec les Gilets jaunes, etc., sont exactement à l'ordre du jour et dans les discussions collectives de ces mouvements. Didier Billon, j'ai une question d'un… Non, je n'ai pas son nom, mais en tout cas, la question elle est très claire. Elle dit, est-ce que l'influence et le développement, est-ce que le développement des fake news a une influence sur ces mouvements de contestation? Il n'y a pas simplement le côté positif des réseaux sociaux, mais là, le côté moins positif. Non, parce que je pense que ces mouvements font preuve d'une très très grande maturité en réalité, avec les limites qu'on vient d'évoquer, je n'y reviens pas. Donc évidemment, il y a parfois des phénomènes de stress social profond dans ces mouvements. Il y a des inquiétudes. Et puis quand une manifestation est la cible de snipers, là c'est pas des fake news, c'est la réalité la plus brutale d'un appareil d'État qui se défend. Donc pour ma part, je pense que ceux qui finalement ont le plus peur de ces mouvements sont eux les producteurs de fake news. Il y a une ritournelle qui est sans cesse ressassée quand un nouveau mouvement social émerge dans la région, mais je pense qu'en réalité c'est dans tous les pays du monde. Eh bien, les pouvoirs en place considèrent toujours qu'il y a un complot. Alors, il est vrai qu'au Moyen-Orient, le complotisme a de beaux jours devant lui et il en a eu dans le passé. Et c'est assez frappant de voir que les éléments de langage de tous les dirigeants confrontés à ces mouvements de contestation sont exactement les mêmes. C'est toujours la main de l'étranger, c'est toujours des manœuvres, alors soit de l'impérialisme, soit du sionisme, moi je ne sais de quoi. Alors je ne suis pas naïf, bien sûr qu'il y a des agents d'influence de tel ou tel pays, bien évidemment, mais cela évidemment est totalement secondaire par rapport à la dynamique même de ces mouvements sociaux, parce que ces mouvements sociaux sont des mouvements de masse, et que les mouvements de masse, ils ne relèvent pas d'un quelconque complotisme. Donc les fake news, il ne faut pas les négliger, mais je pense qu'il ne faut pas non plus être obsédé par elles. Il faut les prendre en compte. Alors c'est justement là où un mouvement totalement auto-organisé, même s'il fait preuve de maturité, et ils font preuve de maturité, n'est pas capable de disséquer jusqu'au bout les logiques de ces fake news, par qui, pourquoi, à quel moment, etc. Et là, ça nous renvoie aux questions qu'on vient d'évoquer, pour lesquelles nous n'avons ni les uns ni les autres de réponse. C'est la question de la direction politique, c'est-à-dire d'une structure politique sous forme parti ou pas, je n'en sais rien, qui soit capable, justement parce que centralisée, parce que outillée politiquement, idéologiquement, capable de déjouer d'éventuelles provocations ou de déjouer
la propagation de fausses nouvelles. Donc ça, c'est un défi, mais pour autant, je ne crois pas que ce soit aujourd'hui une question centrale. Parce que, encore une fois, lorsque des hommes, lorsque des femmes s'organisent, descendent dans la rue, occupent des lieux symboliques, c'est pas tant parce qu'il y a eu tel ou tel fake news, c'est parce que concrètement dans leur vie quotidienne, il y a eu des attaques qui ne sont plus supportables. Et ça, c'est le plus important, et ça submerge toutes les fake news que les uns et les autres peuvent imaginer, parce qu'évidemment, certains essayent de semer le trouble, de semer l'inquiétude. Ça, c'est de bonne guerre. C'est pas lié seulement à 2019, cela a toujours été ainsi dans tous les mouvements sociaux que l'histoire a connus. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est plus problématique parce qu'il y a l'enjeu des réseaux sociaux, et comme tu le rappelles, et comme je le disais tout à l'heure, ça peut être pour le meilleur et pour le pire, les réseaux sociaux. Mais en réalité, le pire n'est pas toujours évité, mais il est secondaire, je crois. Et il n'est pas capable, en tout cas, de contrecarrer des dynamiques sociales profondes à l'œuvre, telles que nous les avons étudiées dans la note. Alors, le mot de la fin pour Annick Coupet. Ce soir, vous avez peut-être vu dans Le Monde un papier d'analyse de Michel Noblecourt sur le mouvement syndical français, où il dit que ça va être très compliqué parce que les gens ont appris le télétravail, il va y avoir beaucoup de chômeurs. Pour pouvoir se mobiliser, faut être ensemble dans un lieu précis, et on va l'être de moins en moins. Alors c'est vrai évidemment pour le mouvement syndical, surtout dans un pays qui est si peu syndiqué comme la France, mais c'est vrai aussi pour le mouvement social d'une manière plus générale. Ça va être encore plus compliqué après la pandémie. Je ne sais pas si ça va être plus compliqué, mais les analyses de Michel Noblecourt sur l'éclatement du salariat qui sont justes, hein, qui s'accélèrent avec le télétravail, je vais dire, c'est pas un enjeu pour moi, c'est pas un enjeu nouveau. Peut-être que c'est plus important encore, mais on verra sur le télétravail d'ailleurs dans quelques mois où on en est, parce que le télétravail qui était présenté comme quelque chose soit de redouter, soit au contraire magnifique, je pense qu'on voit aussi les limites. Bon, donc on verra ce que ça donne un peu dans la durée, que le syndicalisme doive se ressourcer d'une certaine façon, mais surtout s'outiller pour répondre à ce qu'est le salariat aujourd'hui. C'est évident, c'est une question sur laquelle, et je pense que les syndicats travaillent là-dessus, hein, et ils trouvent pas forcément les réponses, mais il faut dire aussi qu'on a en face un patronat qui ne souhaite pas non plus l'organisation des salariés. Enfin, je pense que c'est pas, on n'est pas dans quelque chose où tout le monde verrait d'un bon œil le développement du syndicalisme, des luttes revendicatives. Bon. Donc, bien sûr qu'il y a cette difficulté et il faut que les syndicats la prennent à bras le corps. Mais par exemple, moi, je trouve extrêmement intéressant l'initiative qui a été prise par plus de 18 organisations où il y a des syndicats, où il y a Attac, mais pas seulement, Oxfam, des grosses ONG, etc., qui ont essayé et qui vont sortir ensemble un plan de sortie de crise du Covid, où on essaye de porter ensemble des réponses sur à la fois les enjeux sociaux, les enjeux démocratiques, les enjeux écologiques. Bon. Et pourquoi je dis ça, c'est important? Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, personne, ni un syndicat, ni un parti politique, ni une ONG, ni une association n'a les réponses. Ah, mais vous non plus, vous n'avez plus la réponse, Annick, je vous entends plus. À la sortie de... Et oui, ça va être la fin. Je suis très ennuyée, je sais pas, il y a un problème. Là, Annick, vous m'entendez? Oui, Annick, ouais, vous avez été coupée. Voilà, en tous les cas, je pense que personne n'avait la réponse. Effectivement, il n'y avait plus de réponse. Donc, on va rester sur cette idée. Voilà. Voilà, très bien. Ok, en tout cas, merci. Merci à vous. Merci à Christophe Ventura, Annick Coupet, Didier Billon. Merci à Nathalie Moreau, Delphine Lecombe, Morgane Malvezin. Je vous rappelle que la note de l'IRIS, elle est en accès libre, cette note de l'IRIS à l'AFD qui s'appelle Mouvement de contestation dans le monde. Je vous rappelle également les revues de l'IRIS. Regardez le site de l'IRIS. Merci à vous d'avoir été si nombreux à être restés jusqu'à cette heure un peu tardive, puisqu'il est pile poil 19h30. Merci pour vos questions. On n'a pas pu répondre à toutes ces questions, mais on a essayé. Et donc, à très bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Merci à l'animateur. Merci. Merci à vous. Au revoir à tous.